Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'allocution du président congolais Félix Tshisekedi sur la crise sécuritaire qui perdure dans l'est de la République démocratique du Congo. Face aux attaques perpétrées par les rebelles du M23, le chef de l'État appelle la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance. Un atelier centré sur la représentation des femmes en politique au Soudan du Sud. Une action de sensibilisation entreprise par la mission des Nations Unies dans le pays. Et puis la préservation du bassin du Congo, un enjeu important pour les États africains. Face au contexte du changement climatique, le Fonds mondial pour la nature a présenté son approche bilan nature positif d'ici 2030. Mais tout d'abord, une plainte contre l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye. C'est ce que compte déposer Ousmane Sonko, le leader du PASTEF au Sénégal. Une intention dévoilée lors d'une conférence de presse donnée ce 4 novembre. Le maire de Ziguinchor l'accuse d'avoir commandité la falsification du rapport lié à l'affaire Sweet Beauty. Une affaire pour laquelle l'opposant a été auditionné par la justice la veille. Ousmane Sonko était entendu pour des accusations de viol. Accusation portée par une salariée d'un salon de massage à Dakar qui avait déposé une plainte en 2021. L'affaire avait provoqué de vives tensions dans le pays. Des heurts avaient en effet éclaté après son arrestation survenue en mars 2021. Les violences étaient telles que 14 personnes sont décédées. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Ce sont les mots prononcés par le président congolais Félix Tshisekedi lors d'une adresse à la nation ce 3 novembre. Dans son discours, le chef de l'État est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, région secouée par des attaques perpétrées par les rebelles du M23. Face à cette insécurité qui persiste, le dirigeant appelle à une mobilisation de la jeunesse. Roberto Bokpe. Privilégier la diplomatie à la guerre, le discours du président Félix Tshisekedi à l'adresse de la nation sonne comme un dernier recours. Face aux attaques dans le territoire du Rutshuru au nord Kivu, imputé au M23, un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu et composé d'ex-rebelles du CNDP, le chef de l'État exprime le désarroi de son pays suite à l'issue jugée insatisfaisante des voies explorées pour un retour au calme. Les jeunes Congolais sont ainsi appelés à faire valoir leur sens du patriotisme en s'enrôlant dans les forces armées républicaines et la police nationale. Objectif, protéger efficacement l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État regrette que ce qu'il appelle la guerre d'agression ait provoqué des déplacements de plus de 200 000 personnes, occasionnant ainsi un drame humanitaire dans le nord Kivu. Ces victimes risqueraient de se retrouver en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins, déplore le président Félix Tshisekedi, qui fait mention des instructions précises données au gouvernement pour leur rassemblement et prise en charge. Il a par ailleurs lancé une mise en garde contre les traîtres et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi, prévenant que cette catégorie de personnes sera exposée à la rigueur de la loi. Tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Au mois d'octobre 2022, Félix Tshisekedi a rencontré à nouveau le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait sans condition du M23, des positions qu'il occupe. Le président congolais regrette que toutes ces rencontres n'aient pas produit des résultats escomptés.
Après 2 années de conflit, l'espoir d'un retour à la paix semble se dessiner dans la région du Tigré en Éthiopie. Ce 2 novembre, le gouvernement éthiopien et les rebelles du TPLF ont conclu un accord de cessation des hostilités. Si cette avancée a été saluée par la communauté internationale, sur place, les habitants émettent quelques réserves. Les explications de Gladys Momba. Un cessez-le-feu précaire, c'est ce que craignent de nombreux Tigréens après l'accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre à Pretoria en Afrique du Sud entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Les belligérants se sont engagés à faire taire les armes après 2 ans de conflit armé qui a fait des centaines de milliers de victimes et plus d'1 million de déplacés. Andom Ghebreyesus est l'un d'entre eux. Il a réussi à fuir vers le Kenya avec ses enfants. Mais comme beaucoup, il n'a pas eu de nouvelles du reste de sa famille depuis plus d'1 an. Ils vivent près de la frontière avec l'Érythrée et c'est l'endroit le plus inaccessible. Pas de communication, pas d'électricité, pas de système bancaire. Je ne sais même pas s'ils sont vivants. Je ne sais pas. Les habitants de la région du Tigré accueillent ce nouvel accord de cessation des hostilités avec prudence. En décembre 2021, un accord de cessez-le-feu entre les 2 camps avait déjà été conclu avant d'être rompu. Les protagonistes se rejetant mutuellement la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis plusieurs mois. Une situation qui explique le scepticisme de certains. Je pense que cela peut leur apporter un soulagement temporaire, ce qui est bien, mais je pense que cela n'apporte pas une paix durable. Alors que ce vendredi 4 novembre 2022 marque le 2e anniversaire de cette guerre meurtrière, les rebelles du TPLF ont accusé l'armée éthiopienne d'avoir mené la veille une frappe de drone sur les civils, malgré l'accord de cessez-le-feu conclu quelques heures plus tôt à Pretoria. Et sachez que 2 jours après la signature de cet accord, les rebelles tigréens ont affirmé ce vendredi qu'un drone éthiopien a attaqué des civils le 3 novembre à Maïchou au Tigré. Kindeya Ghebreyesus, un porte-parole du TPLF, évoque des bombardements d'artillerie sur la ville qui a fait des morts et des blessés dans les rangs des civils. Pas de réaction des autorités d'Addis Abeba pour le moment. Au Soudan du Sud, la représentation des femmes au sein de l'arène politique était au cœur d'un atelier organisé à Juba les 1er et 2 novembre. Un programme élaboré par la division des affaires civiles de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Le but de cette initiative, identifier les obstacles qui empêchent les femmes d'occuper une place plus importante dans la prise de décision politique et les éliminer. Gladys Momba. Le chemin pour asseoir le pouvoir des femmes dans la sphère politique reste long au Soudan du Sud. La signature de l'accord de paix en 2018 prévoyait notamment que 35% des postes gouvernementaux soient occupés par des femmes à tous les niveaux de l'État. Mais 4 ans plus tard, le constat est sans appel. Il reste encore beaucoup à faire. Donc, notre objectif principal est maintenant de sensibiliser nos femmes sur leurs droits. Nous devons également leur faire prendre conscience de leur santé afin qu'elles comprennent tout ce qui est en rapport avec leur santé. Nous devons aussi les sensibiliser. Nous devons leur donner des connaissances sur la manière de générer des revenus. Dans le gouvernement d'union nationale formé en mars 2020 par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival devenu vice-président Riek Machar, seules 9 femmes sont comptées sur les 34 ministres nommés, ce qui représente un quota d'à peine 26%. Pour que les femmes occupent une place plus importante dans les prises de décision politiques, la division des affaires civiles de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud tente de sensibiliser. Son objectif, rappeler le rôle que chacun peut jouer pour éliminer les obstacles à la représentation des femmes dans la sphère politique. Nous demandons ou nous appelons toutes les associations à s'unir entre elles, en particulier les femmes à s'unir entre elles et à se considérer elles-mêmes égales et à avoir une cohésion sociale entre elles. C'est une chose très importante dont nous avons besoin, que les femmes commencent et continuent à embrasser la paix entre elles. Bien que le Soudan du Sud se soit doté ces dernières années d'un arsenal juridique favorable à l'égalité des genres, les femmes et les jeunes filles restent touchées de manière disproportionnée par les conflits qui sévissent dans ce pays meurtri par 7 ans de guerre civile. La période de transition ayant été prolongée de 2 ans, les initiatives de sensibilisation à la représentation des femmes en politique devraient se multiplier jusqu'en 2025.
année des prochaines échéances électorales sud-soudanaises. Dans l'actualité également, grève des pilotes chez Kenya Airways. Un mouvement entamé ce samedi 5 novembre pour réclamer de meilleures conditions de travail. Cette décision a été annoncée la veille par l'association des pilotes du Kenya. Dans les détails, le secrétaire général du syndicat, le capitaine Muriti Nyaga, affirme que la direction n'a laissé aux pilotes aucune autre option et ce malgré les différentes réunions entre les deux parties. Conséquence, le trafic est fortement perturbé ce samedi. Aucun vol ne décolle de l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. Une situation critique pour Kenya Airways, déjà empêtrée dans des difficultés économiques qui se sont aggravées avec la pandémie de coronavirus. Il est considéré comme le deuxième poumon vert de la planète. Le bassin du Congo est un réservoir de biodiversité exceptionnel qui abrite entre autres plus de 1000 espèces d'oiseaux et 10 000 espèces de plantes. À l'heure où le changement climatique est au cœur des priorités, la question de sa préservation est cruciale pour les États africains. C'est dans cette optique que le Fonds mondial pour la nature a présenté ce 3 novembre au Cameroun son approche bilan nature positif d'ici 2030. Mildred Diamou. Atteindre un bilan nature positif d'ici 2030, c'est l'objectif affiché dans le rapport Planète Vivante 2022 pour le bassin du Congo, présenté par le World Wide Fund for Nature WWF le 3 novembre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Le bassin du Congo reste le poumon vert de l'Afrique avec un énorme potentiel. Il est le deuxième plus grand écosystème forestier tropical dans le monde après l'Amazonie et joue un rôle essentiel dans le système climatique continental. La préservation de cet espace forestier est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire, lutter contre le changement climatique et prévenir les catastrophes naturelles en Afrique, selon ce rapport. On dénombre aujourd'hui quasiment une perte qui atteint 69% des espèces. Et au niveau du bassin du Congo, cela représente plus de 30% de la moitié des espèces qui ont disparu. Donc ça, c'est une chose qui nous préoccupe. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire dans le bassin du Congo, sur le plan politique d'abord, c'est de définir des trajectoires de développement qui tiennent compte de la biodiversité. Il faut revoir les modèles de consommation, les modèles alimentaires. Le rapport Planète Vivante 2022 indique que depuis l'an 2000, l'Afrique centrale connaît une perte de près de 9% de la superficie des forêts tropicales humides, soit 18 millions d'hectares, une perte de 40% des cultures de base, de 30% d'habitat pour la moitié des espèces africaines et un risque d'exposition à la hausse du niveau de la mer pour 108 à 116 millions de personnes, sont quelques impacts liés au changement climatique d'après ce rapport. On estime aujourd'hui, selon le rapport que nous venons de lancer, que les pertes de couverts forestiers au plan global s'estiment à environ 10 millions d'hectares par an, ce qui est énorme. Et si on le ramène au niveau du bassin du Congo en Afrique centrale, c'est environ 1 million d'hectares par an. Rappelons que le rapport Planète Vivante est publié tous les 2 ans et propose une étude complète des grandes tendances de la biodiversité sur la planète. Le rapport Planète Vivante 2022, présenté à la veille de la COP27 prévue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, avertit que la destruction croissante de la nature par l'humanité a des effets néfastes non seulement sur les populations d'animaux sauvages, mais aussi sur la santé humaine, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. L'actualité sportive à présent avec la Ligue des champions féminines de football. Plusieurs rencontres sont au programme de ce week-end. Ce 6 novembre, le TP Mazembe sera notamment face à Mamelodi Sundowns. On fait le point sur le programme des matchs avec José Douglas. La finale de la Ligue des champions féminines de football est prévue le 13 novembre au Maroc où 8 équipes s'affrontent depuis le 30 octobre et certaines sont déjà à la porte des demi-finales comme les Marocaines de l'Asfar et les Sud-Africaines de Mamelodi. Revenons sur certains matchs avec l'Asfar justement qui a gagné ses 2 rencontres contre les Tanzaniennes de Simba Queens et face à Green Buffaloes, 2-1.
Les joueuses des forces armées marocaines sont bien parties pour franchir ce premier tour sans difficulté. Autre match avec Simba Queens qui bat l'équipe de Determine Girls du Libéria 2-0. Le club du Libéria qui compte 2 matchs et 2 défaites. Les Égyptiennes de Wedi Degla ont été battues par les Congolaises du TP Mazembe 1-0 et se font corriger par les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns 5-0. Nous avons joué contre une grande équipe qui pratique un beau football, qui est bien organisée et sans oublier que la majorité de ses joueuses font partie de l'équipe qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines. Boatumelo, rabalé par 2 fois Lelona Darweti, Melinda Kadjidiete et Bambaneni Bané ont condamné les Égyptiennes qui ratent les demi-finales et l'heure est déjà au bilan. Nous avons essayé de bien jouer et de les affronter. Mes joueuses ont vu ce qu'est le professionnalisme avec ce tournoi. Pour nous, jouer dans cette compétition nous aide à nous améliorer. Nous avons de jeunes joueuses, des filles qui sont nées en 2007, 2005 et 2004. Cette opposition est intéressante pour savoir exactement où nous en sommes. Au programme de ce samedi 5 novembre, en groupe A, Determine du Libéria contre l'Asfar du Maroc et Simba Queens de la Tanzanie contre Gwyn Bouvalos de la Zambie en soirée. Et en groupe B, ce dimanche 6 novembre, Bayelsi du Nigeria contre Wedi Degla d'Égypte et TP Mazembe de la RDC contre Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Vous constatez au sein du classement provisoire, Asfar est en tête du groupe A devant Gwyn Bouvalos et Simba Queens. Et en groupe B, Mamelodi Sundowns, 6 points devant Bayelsi et le TP Mazembe qui sont ex-aequo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.